Le bel esprit. Oh oui. Oh oui. Ah oh oui mes amis. Bienvenue sur cette TLR Reviews de WWE NXT du 10 décembre 2024. Review qui, en toute franchise, a failli ne pas se faire. Pourquoi? Alors, comme je vous l'ai dit hier dans la review de Raw, petite intervention, enfin je ne l'ai pas dit, non, je vous ai juste dit que peut-être je ne ferai pas la review d'NXT. Pourquoi? Parce que petite intervention chirurgicale effectuée hier en ambulatoire. Anesthésie générale, oh oui, ne vous inquiétez pas, je vous rassure, tout va bien. Mais je ne catcherai pas pendant les 2 à 3 prochaines semaines. Donc tout ça pour vous dire, je m'attendais à vraiment douiller de l'opération. Et finalement non, ça va, franchement c'est incroyable. Parce que les énergies et l'aide d'une certaine personne m'ont été très bénéfiques. Et elle sait qui elle est, oh oui. Bon bref, et tout ça pour vous dire, oh oui, j'avais pas prévu de faire cette review d'NXT. Pourquoi? Parce que je voulais à tout prix terminer la TLR Stories numéro 4. Et c'est le cas. Oh oui, je l'ai terminé j'ai terminé le montage il y a à peu près 2 heures. J'ai pas encore rematé, parce que je vais refaire un petit matage de la version finale pour être sûr que tout va bien, que tout s'enchaîne bien, oula, faut que je fasse gaffe de pas trop m'appuyer quand même, sur le côté gauche. Bref, que toutes les photos s'enchaînent bien et naturellement. Et franchement, oh oui, je suis trop content, parce que je la publierai donc vendredi. Oh oui, alors vendredi, je veux le faire à une heure miroir, soit à 16h16, soit à 17h17. Mais vendredi, vous aurez la TLR Stories numéro 4. Comment la WWE, mais je suis toujours penché sur ce fauteuil, c'est relou. Bon bref, comment la WWE m'a contacté, repéré, et elle est rentrée en contact. Comment on a mis en place les tryouts de novembre 2011 à Liverpool, où j'ai mérité mon contrat avec la compagnie de Stamford. Tout ça, vous découvrirez tout ce vendredi dans la TLR Stories numéro 4. Oh oui. Mais en attendant, donc, alors c'est pas que j'avais pas prévu de faire cette review d'NXT, c'est juste que sincèrement j'en ai eu envie. Et c'est un truc de ouf que j'ai autant envie de regarder un show chaque semaine comme NXT. J'ai plus envie de voir NXT, de regarder NXT que Raw, voir SmackDown. SmackDown c'est pas mal avec la Bloodline, Roman Reigns et compagnie, mais NXT ça a vraiment une saveur spécifique. Donc mes amis, sans plus attendre, plongeons droit dans cette review, dans cette TLR Reviews. Et qu'avons-nous eu ce 10 décembre en direct depuis Orlando en Floride, le Performance Center. Oh oui. On commence par une promo dans le ring de Giulia. Alors, mes amis, est-ce que c'est moi ou la vidéo d'entrée de Giulia sort tout droit de l'écran de sélection de personnages d'un jeu Tekken? Dites-le moi s'il vous plaît si vous avez pensé comme moi, parce que c'est franchement, c'est ce que j'ai l'impression de voir quand il y a Giulia avec toutes les petites étincelles qui volent. Je me suis dit ouais frérot, c'est quoi? Je viens de la sélectionner dans Tekken ou quoi? C'est l'écran de loading, de chargement de l'avant-match. Et bref. Alors j'ai voulu regarder cette promo pour voir un peu le niveau d'anglais de Giulia, parce que ça va peut-être être un inconvénient pour la suite de sa carrière. Et franchement son anglais a l'air assez limité. Mais on lui pardonne vu son talent dans le ring. Ensuite, Roxanne Perez, son adversaire de New Year's Evil, arrive et Roxanne se la pète. Roxanne se la pète et c'est pas crédible du tout. En fait, c'est parce que quand la meuf dit je suis la meilleure catcheuse au monde, écoute Serette, tu peux pas comparer une petite de 22 ans face à une meuf qui s'est faite les dents au Japon. En fait, pour moi, c'est même si elle est heel et même si c'est le boulot d'un heel de se la raconter, Roxanne Perez qui arrive et qui dit je suis la meilleure catcheuse du monde à une meuf comme Giulia, peut mieux faire. Tu peux trouver un meilleur texte, tu peux trouver un meilleur sujet pour te la péter. Bon bref, c'est peut-être la solution de facilité. C'est bizarre. Moi je déteste ce genre de truc où les heels, d'accord, un heel doit mentir et doit se la péter, mais quand c'est trop gros et qu'il y a rien de crédible, ça vaut pas le coup. Trouve autre chose. Dis-lui plutôt quelque chose du genre, je sais pas. T'as beau être une très grande catcheuse, mais moi en attendant j'ai plus de force parce qu'à la salle je pousse plus fort. Je sais pas, des trucs comme ça. Mais voilà, parce que justement j'ai bien étudié, encore une fois comme d'hab pour toutes les TLR Reviews et pour tous les shows que je regarde, j'ai bien étudié ce show et vous allez, je pense, entendre des choses qui vont vous intéresser mes amis. Et donc
Donc suite à ça, Cora Jade arrive et elle semble vouloir aider Roxanne à mettre hors d'état de nuire Giulia comme elle l'a fait sur Stephanie Baker dans les vestiaires. Kelani Jordan vient à son secours et on a notre main event de la soirée, un match en équipe entre Roxanne et Cora Jade. Ouh là là, je peux pas trop croiser les bras. Allons-y doucement quand même. L'opération c'était hier. Et qui seront opposés à Giulia et Kelani Jordan. Oui, oui. Alors mon verdict, mes amis, comme si c'était un grand expert, eh bien oui, je le suis. Oui, je le suis parce que je suis français, je suis totalement bilingue. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Mon verdict, c'est que Giulia a encore beaucoup de travail à faire au micro. Elle n'est pas prête pour la route à ce niveau-là. Alors je sais que ça va faire de la peine à certains, mais oui, dans le ring, elle est prête, ça c'est sûr et certain. Mais au micro, non. Son anglais est trop limité et on sent qu'elle n'a pas confiance déjà en son anglais et dans ses capacités au micro. Et rien que pour ça, malheureusement, Giulia, elle n'est pas prête pour la route. Alors oui, ok, Asuka, Io Sky et Kairi Sane sont pas des déesses du micro non plus. Mais le problème, c'est que si vous voulez atteindre le sommet à la WWE, il faut parler au micro. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, je pense qu'on n'a pas vu Damage Control vraiment dominer les storylines. Pourquoi ? Parce que vous pouvez rien en faire au micro. Elles peuvent pas parler anglais et quand elles le font, c'est naze. Enfin oui, c'est littéralement naze. Parce que comme elles maîtrisent pas la langue, elles peuvent pas transmettre les émotions qu'il faut et dont on a besoin pour impliquer la foule émotionnellement dans la storyline qu'on veut raconter. Croyez-moi les amis, croyez-moi, j'allais dire je sais de quoi je parle, parce que moi j'étais français, j'étais bilingue et en attendant on me filait des promos, on me filait des textes à jouer parce qu'on savait que comme mon anglais était super bon, et ben en plus que j'étais un très bon acteur, et ben je pouvais transmettre les émotions. C'est comme ça que ça marchait. La preuve, je vous redis, ça je l'avais déjà partagé cette anecdote, ça m'avait gavé avec Marcus. Nous, on nous avait jamais dit le moindre compliment sur notre anglais. On nous a jamais dit putain, vous les Français, c'est bien, vous maîtrisez bien l'anglais quand même, bravo. Non, par contre, quand Kenta il est arrivé, Hideo Itami, le mec il parlait pas un mot d'anglais et 2 mois au Performance Center il arrivait à dire 2-3 phrases, à bafouiller 2-3 phrases en anglais et alors là tout le monde lui faisait une standing ovation, que ce soit les William Regal, les Michael Cole et compagnie. Yo les amis, je sais que c'était un des chouchous de l'office, d'accord, pas de problème, mais quand même au bout d'un moment, je veux dire, faut appeler un chat, tu vois, je veux dire, c'est bon. Et là, en fait, donc, et c'est aussi pour ça que donc Hideo Itami, il a jamais, encore lui non plus, fait grand chose, parce que anglais limité. Si votre anglais est limité, vous n'allez pas pouvoir aller loin à la WWE. Comprenez ça, c'est très important. Et donc, tout ça pour dire, malheureusement, Giulia, je ne la vois pas sur la route. En tout cas, et même s'ils la mettent sur la route, parce qu'ils la veulent et qu'ils en ont besoin, elle ira pas super loin parce qu'au micro, elle fera rien face à des Becky Lynch, des Charlotte Flair, des Rhea Ripley, des Liv Morgan, des Bayley qui au micro, ou des Nia Jax, ou des Tiffany Stratton qui au micro quand même représentent bien. Donc voilà, c'était très important pour moi de regarder ce segment avec cet œil-là. Et voilà mon verdict, ma review. Ensuite, nous avons eu un singles match entre Javon Evans et Wesley. Et le match commence fort en coup de poing, car Wesley a commencé les hostilités en premier dans les vestiaires avec la droite qu'il a mis à Javon Evans, si je dis pas de bêtises, à Deadline. Et donc, bel esprit, parce que l'histoire est posée. Les gars sont frités dans les vestiaires, il y a de la haine, de l'animosité. Ils vont pas commencer par une prise de contact en serrant la main et en faisant de la lutte. Non, ils veulent se cogner, ils en viennent direct au point. Bel esprit, storytelling 101. Javon Evans, bien évidemment, est toujours incroyable. Et Wesley aussi, il est très bon. Hein. Mais c'est dur. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, c'est dur de ne pas voir en Wesley un Carmelo Ace numéro 2. C'est triste à dire, les amis. Mais... alors, oui, j'imagine que les deux sont black ou métis. Bon, bref, c'est un black ou un métis en super forme physique avec beaucoup de charisme et qui catch très bien. Voilà. Et franchement, moi, Wesley et Carmelo Hayes, ils ont cette même vibe de heel arrogant. Et c'est là, en fait, en regardant ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faudrait à Wesley pour vraiment se démarquer et qu'on ne voit pas en lui, j'aurais dit, enfin, en tout cas, moi, je ne vois pas en lui un Carmelo Hayes numéro 2. Et ben, c'est là, mes amis, l'importance de la tenue en catch. Trouve-toi quelque chose d'unique, mec. Là, t'as juste un slip avec des kick pads, c'est de la MER2, tout le monde fait ça. Démarque-toi, trouve-toi une tenue de ouf, une tenue que personne fait. Regarde, la preuve. Qu'est-ce qui a fait que MVP s'est dégagé de tous les autres catcheurs à l'époque du roster? D'ailleurs, je parle d'MVP dans la TLR Stories numéro 4, mes amis, hein, vous verrez. Oui. C'est qu'il avait cette tenue qui lui faisait passer au début pour un Power Rangers, mais qu'après il a appris à la personnaliser et qui rendait super bien de ouf. Ce sort de body avec biker shorts qui avait une fermeture éclair devant.
Wesley, trouve-toi une tenue unique qui te fera vraiment te dégager de tout le reste. Parce que tu as le charisme, tu as le potentiel, tu as la personnalité. Maintenant, il faut que tu aies le look qui vraiment fasse te rendre vraiment unique. Parce que là, tu ressembles à tous les autres gars du roster. Et donc là, c'est ça que c'est important. Parce qu'au final, Javon Evans, oui, lui aussi, il a une tenue ordinaire, mais maintenant, il fait tellement des trucs de ouf qu'il est unique. Il est unique. D'ailleurs, en parlant de trucs de ouf, Wesley, oui, fait des prises flashy en tant que heel, mais ça passe. Pourquoi? Parce que dans ce match, en tout cas dans cet échange, dans ce mariage, dans cette combinaison de catcheurs, Javon Evans le surpassera à chaque fois. Et encore une fois, là aussi, c'est du storytelling. Le heel se la pète, il fait un salto arrière de la deuxième corde, il se retourne, oh oui, il se la pète, et ben juste derrière, le babyface qui est meilleur que lui, donc il va tout faire pour se faire plus acclamer par la foule, va faire un salto arrière, soit de la troisième corde, soit un double salto arrière de la deuxième. Toujours faire plus que le heel si vous êtes babyface. C'est la base du storytelling et pour impliquer la foule émotionnellement dans le match. Oh oui, et c'est une victoire de Javon Evans sur un splash modifié. Si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas noté le vainqueur, je le fais de mémoire, direct après avoir maté NXT, et il est 8h40 du soir. Oula, ça fait longtemps que j'avais pas fait une review aussi tard. Alors mes amis, après on a eu un tag team match entre Hank et Tank contre une nouvelle équipe de Tyson et Tyrese. Alors cette nouvelle équipe me fait un peu penser à Crime Time de l'époque, pour les vieux de la vieille, oh oui. Mais en fait c'est un truc de ouf parce que ces gars-là, je les avais vus en action au live event à Orlando que j'avais vu en octobre ou en novembre 2023. Donc ça fait plus d'un an qu'ils sont sur le roster. Donc je me dis, et surtout sur les shows, et donc je me dis, je suis curieux de voir ce qu'ils valent, ce que ces deux catcheurs valent. D'ailleurs, en parlant donc de Tyson et Tyrese qui ont une vibe un peu en mode Crime Time, Hank et Tank ont une vibe Public Enemy, je trouve, avec leur façon de s'habiller, les maillots qu'ils ont, oh oui. Comme quoi, mes amis, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Essayez de dire plusieurs fois d'affilée, plus les choses changent, plus les choses changent. Je galère à le dire 3 fois. Dites-moi dans les commentaires, même si je pourrais pas vérifier combien de fois vous arrivez à le dire d'affilée, sans que votre langue fourche. Je sens bien qu'il y en a qui vont dire, ouais, j'ai réussi à le faire à dire 100 fois d'affilée. Oui, d'accord. Je demande à voir, frérot. Bon, bref. En fait, vous savez, alors je vais plaider totalement coupable. Je voulais le dire un peu plus loin, mais voilà. Donc, comme vous le savez, je mate les shows en x2. Et il y en a pas mal qui m'ont dit qu'en x2, on passe à côté de plein de choses. Et là, c'est vrai. Là, dans ce match, j'ai vu un moment un loupé, notamment le comeback de Hank où il se mange le coin tout seul car l'autre vendait trop penché en avant. Et là, j'ai regardé en x1. Ouh, la différence. Et en fait, en matant pas mal de parties de ce match en x1, vitesse x1 normale, je comprends pourquoi on les voit pas souvent en action. Bon, victoire de Hank et Tank. Et en fait, dans ce match, j'ai ressenti terriblement déjà. Alors, primo, c'est vrai que le fait de regarder du catch en x1, des fois, ça fait presque mal aux yeux. C'est chaud. Et c'est surtout la lenteur et le manque d'intensité et de confiance en eux des 4 catcheurs qu'il y a eu dans ce match. Là, en fait, ce match, je pense, franchement, sincèrement, en connaissant NXT, c'est peut-être on leur a balancé un os pour... Ils doivent être tous sous contrat depuis pas mal d'années et disent, bon allez, on vous donne une chance à la télé, vous avez intérêt à faire bien votre boulot, sinon vous allez être sur la sellette pour partir. Et là, franchement, de ce que j'ai vu en x1, parce que j'ai pas regardé tout le match en plus en x1, c'est chaud. C'est chaud, mes amis, c'est chaud. Parlant de chaud, la pression monte et la tension monte avec le segment suivant. In-ring promo de Obafemi. Franchement, Obafemi, il a quelque chose. Là, bon, de toute façon, on est tous d'accord. Le mec, il a la présence, il a le look, il a la taille, il a le physique, il a la voix, il a une aura qui se dégage de lui. Et d'ailleurs, en parlant d'aura et en parlant de toutes ces qualités, vous verrez dans la TLR Stories numéro 4 pourquoi, lors de mes premiers essais WWE en 2008, j'ai littéralement dit au recruteur, désolé, mais je suis pas prêt. Vous verrez dans la TLR Stories numéro 4. Et je rentre dans les détails. Et franchement, je suis très content de cette vidéo parce que je raconte plein de choses dont j'ai jamais parlé sur Internet. Ça, je vous le dis tout de suite. Même pas dans les interviews avec Beast. Même pas sur mon Skyblog à l'époque. Il a fallu que je retourne plonger dans les enregistrements de ce Skyblog que j'avais fait pour ressortir les photos d'époque. Oh oui, vous allez kiffer cette story. En plus, ça fait 20 minutes. Alors, ça sera pas trop long. Et donc, bref, pour en revenir au segment. Obafemi est donc aspirant numéro 1 au titre de Trick Williams, Guillaume Erickson, qui vient rejoindre sur le ring. La tension monte et alors là il y a Eddie Thorpe qui arrive et qui se plaint que c'est Oba qui l'a attaqué par derrière pour lui prendre sa place dans le Iron Survivor à Deadline. Je peux pas croiser les bras, c'est relou. Oba et Trick l'ignorent complètement et font monter la sauce pour leur affrontement à New Year's Evil, un nom de show que je déteste. Il l'ignore complètement et à la fin, bon, Oba se barre. Et Eddie mentionne à Trick Williams que le gars a grandi dans les dojos japonais. Alors là, petit détour par son Wikimedia parce que j'étais très curieux de voir d'où sort ce gars. Alors, Eddie Thorpe,
qui a 34 ans, a commencé le catch à 25 ans. Alors déjà, primo, frérot, t'es passionné, tu commences à 25 ans. Ouais. Il a rejoint le dojo de la New Japan à Los Angeles, en Californie, à 28 ans. Frérot, calme-toi. Calme-toi, arrête de dire que t'as grandi dans les dojos japonais. Je le redis, comme je le mentionne moi dans la TLR Stories numéro 4, et je vous explique pourquoi et comment j'en suis arrivé là. À 20 ans, je faisais déjà 500 squats tous les jours à jeun le matin. Donc, arrête de la péter, frérot, d'accord? Ensuite, en parlant justement de ses entraînements au Japon, avec Eddie Karawi, on en a beaucoup parlé dans le podcast, le Bumping Podcast qu'on a fait pour le Tigers Pro Wrestling, où le Québécois va être content. Oh non, oh, désolé frérot. J'ai cru qu'un Raw venait et il n'est pas venu. Krabs Bees. Frérot, je sais que ça fait 3 ou 4 reviews que tu dis qu'il n'y a plus de Raw, je suis désolé, mais là, c'est même pas du Monster que je bois, c'est une petite pilule effervescente au guarana et à la taurine pour se réveiller un peu, parce qu'en fin de journée, j'étais vraiment KO quand même, oui, surtout le lendemain d'une opération, avec anesthésie générale. Un guerrier. Ouh. Et en plus, j'ai presque envie de retourner à la muscu. Mais ça, c'est grâce à Brenda. Oui. Bon, bref. Mes amis, un petit Raw pour toi, frérot, voilà, tu l'as eu. Donc ouais, je disais, donc Eddie Thorpe, calme-toi frérot. Et donc, oui, alors donc avec Eddie Karawi dans le podcast qu'on a fait pour la chaîne YouTube de la Tigers Pro Wrestling, dont vous aurez un échantillon de 15 minutes sur la chaîne en exclusivité. Ce podcast, alors j'en ai parlé avec Vince de la TPW, c'est bon, il sera posté le 25 décembre, ça sera un cadeau de Noël. Une discussion entre deux vétérans, Eddie Karawi et Tom Larifa, autour d'une table sur le catch. L'état du catch actuel, nos carrières respectives, nos états d'esprit qui nous ont amenés à être tout simplement les deux catcheurs français avec les plus belles carrières internationales aujourd'hui, toujours en activité. Et ça sera le 25 décembre sur la chaîne Tigers Pro Wrestling de YouTube. En attendant, vous aurez un aperçu. Alors peut-être pas la semaine prochaine, peut-être... remarque, ça va venir vite Noël, hein, si c'est pas la semaine prochaine. Oui, alors oui, il va falloir à tout prix le mettre la semaine prochaine. Je pense, encore une fois, peut-être vendredi. Oui, vendredi prochain, vous aurez 15 minutes de ce podcast qui a fait une petite heure. Oh oui. Et donc on parlait de ses entraînements à la japonaise. Et tout ça pour dire, Eddie Thorpe, calme-toi, je ressens rien en te voyant à l'écran. Je sais pas pourquoi ils l'ont signé, je sais pas pourquoi il est à l'écran et dans ce spot-là, mais franchement, bleh. Exactement, ça définit bien le truc. Bleh. Ensuite, mes amis, nous avons un tag team match entre Jesse James, Jasmine Nix, Tatum Pexley et Gigi Dolin. 4 catcheuses très attirantes, aguichantes à l'œil. Très bon de voir Gigi back de retour dans le ring. Oh oui. Est-ce qu'elle était blessée? Dites-le moi dans les commentaires. Pourquoi elle était absente aussi longtemps? Alors, justement, c'est ça en fait dans ce truc, c'est comme je vous dis, c'est pareil pour le match en équipe qu'il y a eu plus tôt avec les gars. C'est que j'ai vu quelques loupés en x2 et donc je suis repassé en x1. Et là, franchement, là, pareil. Il y a eu il y a eu Jasmine Nix, qui est une ancienne footballeuse, si je dis pas de bêtises. On sent que, déjà, il y a eu des loupés de sa part, il y a eu quelques mauvais timings, quelques hésitations. Et en x1, c'est tellement flagrant. En fait, c'est tellement flagrant que ça me fait limite mal de regarder du catch en x1 maintenant. C'est un truc de ouf. Enfin bref, c'était un match assez rapide et une victoire de Fatal Influence. Et le retour de Shotzi. Oh oui, je suis content pour elle, c'est bien pour elle, parce que je pense qu'elle va se refaire une santé à NXT, parce que sur la route, autant dire, elle était perdue complètement dans le mix, hein, les amis. Et elle faisait quasiment plus rien. Bon, quasiment, elle faisait plus rien du tout. Et d'ailleurs, elle a été blessée, et donc c'est bien qu'elle revienne à NXT, parce que le clan qu'elle va faire avec Gigi et Tatum Pexley, je pense que ça peut être pas mal du tout, parce que les trois ont la même vibe, un peu gothique, un peu horreur. Oh oui. Et après, mes amis, alors là, on a un bon petit match, un match pour le North American Championship entre Ethan Page et Tony D'Angelo. Tony, ça serait quoi, Tony? Antoine Delange. Oh oui. Antoine Lange. Et bref, on commence un peu en lutte et Etienne Page doit prouver qu'il a repris confiance en lui. L'histoire est posée, mes amis. Ça va être l'histoire du match. Est-ce que Etienne Page a assez de confiance en lui pour reprendre le contrôle de sa carrière? Tony D'Angelo, Antoine Lange, est très intense. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que il a le physique, il a le catch et il a l'intensité. Oh oui. Et ça, c'est la recette gagnante, mes amis, pour mousser et réussir dans le catch, surtout à la WWE. Il récolte la victoire, Tony gagne et il garde son titre dans un match franchement assez équilibré, mais dont l'issue est sincèrement peu surprenante. Hein, parce que même si l'enjeu du match est de voir est-ce que Etienne Page va reprendre confiance en lui, d'un autre côté, je ne voyais pas le management d'NXT faire changer le titre comme ça, aussi rapidement, avec aussi peu de publicité. Alors maintenant, je suis très curieux de voir la direction que va prendre le personnage de Etienne Page. Franchement, cet ego brisé, ça va être intéressant de voir comment Ethan Page va
jouer cette nouvelle vibe et ce nouveau rôle qu'il lui donne. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous a montré que c'est bon, il peut faire le heel arrogant, le heel qui se la pète, ça j'ai envie de dire, quand t'as un peu de personnalité et que tu catches depuis des années, c'est pas trop difficile à faire. Maintenant, de montrer et de rendre crédible cette vibe qu'il a perdu confiance en lui et qu'il doit se retrouver, franchement, ça va être un gros challenge pour lui et il me tarde de voir si les différentes couches de sa personnalité et son jeu d'acteur vont lui permettre de sortir cette nouvelle direction pour lui et de façon crédible surtout, de façon crédible et qui aura de l'intérêt pour le produit NXT. Oh oui, très 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 intéressé par cette évolution de personnage d'Etienne Page qui encore une fois là aussi justifie un peu dans un sens le fait qu'il n'ait pas de physique parce que tant que le mec se présente pas comme le meilleur catcheur du monde et qui se la pète et qu'il est meilleur que tout le monde et plus fort que tout le monde, avec ce physique qu'il a, là ça coince. Par contre, si maintenant il commence à montrer qu'il doute de lui et qu'il devient un peu fou, psychopathe, là son physique rentre totalement dans la vibe. Oh oui, et je vote pour, mes amis. Je vote pour. Et aussi pourquoi je vote pour un main event également, encore une fois, à NXT qui met en avant la division féminine. Un match en équipe entre Roxanne et Cora d'un côté et Julia et Kelani Jordan de l'autre. Alors, Cora Jade, bien évidemment, précisons-le, parce que en tant que mâle hétéro, autant ne pas mentir, Cora Jade sait bien mettre en valeur son récent investissement en chirurgie esthétique, n'est-ce pas? Bel esprit, oh oui, même si ça date d'il y a plusieurs mois, que à son retour on a vu que ça, elle a su briser Internet et c'est très bien. Bravo Cora Jade, parce que franchement, soyons honnêtes, on le voit de moins en moins ça, des catcheuses qui se font faire des augmentations, ma mère, ça se dit, de la poitrine tout simplement. Et parce qu'en fait, il y a une époque, c'était limite la norme, et je crois même qui avait dit ça, c'était dans un reportage. C'était dans, je sais plus dans quel reportage, où j'avais entendu dire que c'était littéralement écrit dans le contrat qu'une catcheuse qui se faisait signer à la WWE dans les années 90, son opération pour se faire augmenter la taille des seins, c'était compris dans le contrat. Je sais plus dans quel truc c'était. Dites-moi dans les commentaires si vous en souvenez. Et Cora Jade a bien su mettre ça en valeur. Oh oui. Donc, les heels d'ailleurs, vous fait délirer, Roxanne et Cora qui ont gardé leur tenue d'Halloween, si j'ai bien mémorisé. Leur tenue inspirée de The Shining, les deux petites filles dans le couloir du film The Shining. Elles avaient fait des tenues sur ce thème-là pour Halloween Havoc, et elles les ont remises ce soir-là. Alors, et comme je disais, donc si un jour j'ai plus de temps, je mettrai les shows en vitesse x1. Parce que la différence est flagrante. Et là, parce qu'il y en avait quelques-uns pareil dans les commentaires qui m'ont dit ouais, Cora Jade, je peux plus. Et c'est vrai qu'en x1, les défauts sautent aux yeux en fait. C'est pas les défauts, mais les petites hésitations, les problèmes de placement, le manque de confiance. Et c'est ça aussi qui m'a sauté aux yeux, mais je dirais, je pense en conclusion, c'est que quand on est jeune et qu'on n'a pas énormément d'expérience, ou que juste quelques années, encore plus qu'on a le stress de la télé, waouh, ça se ressent direct. Ça se ressent direct dans la façon de bouger et l'intensité qu'on a dans le ring. Et moi je le vois parce que maintenant, de toute façon, la plupart des shows que je fais sont télévisés. Enfin, télévisés dans le sens ils sont filmés, que ce soit à la Ring, soit à la Tigers Pro Wrestling, tous les shows sont filmés avec plusieurs caméras. Donc tu es obligé de bosser comme un style télé. Alors le respect des temps c'est beaucoup plus dur parce qu'il n'y a pas vraiment l'arbitre qui te donne tous les temps comme à la WWE. Mais en attendant, le travail de la caméra est pareil. Il faut que tout ce que vous fassiez soit intense. C'est ça le truc. Et bref, et là dans ce match, je voyais Cora, notamment, des fois elle était tellement concentrée sur le match en lui-même et ce qu'il fallait faire qu'elle oubliait d'en être intense et de vendre. Donc c'est très triste, mais ça on peut le voir qu'en x1, pas en x2. Donc mes amis, si un jour, je peux gagner ma vie avec cette chaîne et que j'ai plus de temps, mes amis, oui, je regarderai les shows en x1, j'en suis quasiment sûr, pour la passion et le respect du boulot. Oh oui. Julia, je pense pas qu'elle pousse très très fort à la salle de muscu parce qu'en fait elle a pas le physique d'une meuf qui fait vraiment du fitness, contrairement par exemple à Roxanne Perez. Roxanne Perez, la meuf, elle a des cuisses, elle a un look, ça se voit qu'elle fait des squats et qu'elle fait du sport. Julia, ça se voit qu'elle est pas trop sportive en niveau fitness, mais par contre dans le ring elle suit. Donc là encore une fois ça passe. Mais je pense quand même, alors si c'est comme moi à l'époque quand j'étais Performance Center, le coach de muscu et le head coach il nous gavait des fois si nos performances à la salle ou nos physiques progressaient pas trop. Mais vu le talent et le parcours de Cora Jade, je pense, de Julia, je pense qu'ils lui foutent la paix. Et bref, dans ce match, ce main event qui était quand même franchement bien, les heels gagnent et Stephanie Vaquer arrive ensuite pour se venger de Cora Jade avec Stephanie qui nous offre une belle intensité dans le ring. Elle a franchement une belle intensité
capacité, elle a un bon look, elle a un bon physique. Stephanie Baker, de toutes ces catcheuses, je pense que c'est elle la plus talentueuse. Mais pareil, à voir comment est son anglais. Parce que c'est bien beau, au final, c'est vrai que même moi je suis là de dire oui, Julia contre Baker, ça devrait être à WrestleMania. Et si les meufs sont incapables de nous vendre le match au micro des semaines durant, à Raw ou à SmackDown, dans des segments micro de 5 ou 10 minutes, non, ça va schlinguer tout de suite, je vous le dis. Donc c'est ça aussi qui est important à la WWE, c'est de se rendre compte de tous les volets différents et nécessaires pour être un bon catcheur et pour être une superstar, mes amis. Et c'est ce que j'essaye de vous transmettre avec la chaîne, avec toutes ces vidéos, toutes ces reviews et toutes ces TLR Stories. Donc comme je vous dis, c'est la prochaine TLR Story sortira ce week-end. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on en arrive à la conclusion de cette review. Et cette conclusion, donc, c'est que, franchement, j'ai pris plus de plaisir à regarder quand même ce NXT que Raw. C'est très étrange parce que je suis toujours pas capable de dire pourquoi ce qui m'attire dans NXT. Peut-être la diversité des catcheurs et des catcheuses, la vibe du produit, le fait aussi que ce soit au Performance Center, que je vois beaucoup d'endroits backstage où j'y passais ma vie littéralement pendant 4 ans. Franchement, c'était franchement un bon show, même si j'ai quand même senti le manque d'expérience et d'intensité de certains workers sur ce show. Mais c'est pas grave, on leur pardonne. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même offert un bon show et qu'au final, ils sont toujours sous contrat avec la WWE. WWE, chose qui n'est pas le cas pour moi. Bref, en attendant, mes amis, la question du jour, avant de passer à un petit récapitulatif de tout ce qui arrive sur la chaîne ces prochains jours, la question est de Ciel Azur FC 9744, mais je vais juste dire Ciel Azur parce que c'est un habitué de la chaîne qui me fait toujours de très bons commentaires, et merci à toi, amigo, parce que tu sais très bien que je les lis et que je participe de temps en temps, je fais très attention en croisant mes bras. Alors, tu me dis, j'ai juste une question après ça, parce que tu m'as laissé un long commentaire, qui aurait été en réponse de... Est-ce que j'ai le titre? Non, c'était sûrement la TLR Story, j'imagine, parce que tu me parles du caniche du segment avec Enzo et Cass. Alors, ta question, c'est... Penses-tu que quand une superstar passe des années sur les rings filmés par la télé, elle s'habitue et vit le temps de manière normale, ou est-ce que c'est toujours comme un temps accéléré, comme toi tu l'as vécu lors de ce takeover? Est-ce qu'on s'habitue, ou est-ce toujours un moment très particulier, quel que soit le temps d'expérience déjà vécu dans ce contexte? À plus tard pour les télé-reviews de SmackDown. Oui, amigo, merci pour ta question. Alors franchement, je l'ai sélectionné, pourquoi? Parce qu'en fait, elle m'a intéressé et elle rejoignait un peu pas mal de choses que j'ai dites sur ce show, qui est que le travail télé est unique. Le travail télé est absolument unique. Et alors pour te répondre, est-ce que on vit le temps différemment à force de bosser à la télé? Dans un sens, oui, mais c'est plutôt dans le sens on a un chronomètre dans sa tête. Et on arrive à juger en fonction du match. Ok, là j'en suis à 5-6 minutes, ou là j'en suis à 8 minutes, là j'en suis qu'à 2-3 minutes. Les bons catcheurs arrivent à jauger dans leur tête le temps sans que l'arbitre le leur dise. C'est un truc de ouf. Moi, ça me le faisait un peu sur la fin d'NXT et tout. Maintenant, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vraiment bossé de style télé. Faudrait voir si j'ai toujours ça. Mais j'arrive toujours à jauger un peu combien durent mes matchs. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, c'est un truc que j'ai mis du temps à capter parce que je me souviens quand j'étais j'étais juste entre guillemets fan ou que j'apprenais chez Lens. Lens, et j'en reparle dans la TLR Stories numéro 4. Oh oui. Oula, c'est passé en sépia. Non. Hop. Voilà, c'est ça. Super. Je préfère quand c'est un peu en plus froid à l'écran. Donc, comme il faut que j'arrête de faire des gestes de main. Donc, comme je disais, Lance nous disait que des mecs comme Val Venis ou Scotty Tuetti étaient très aimés de l'office parce qu'ils respectaient toujours leur temps et ils arrivaient à hit their time, c'est-à-dire finir leur match limite à la seconde près du temps qui leur était alloué. Et ça, j'ai mis du temps à comprendre ce qu'il voulait dire par là. Et là, en fait, c'est exactement ça, tu vois. En fait, le truc, quand tu es habitué à bosser à la télé, tu arrives à jauger le temps de tes matchs mentalement sans même avoir l'arbitre qui le dit. Ça, c'est le premier truc. Maintenant, moi, ce que je vais te dire aussi, je réponds différemment à ta question, c'est pas trop une question de temps. Moi, le fait de bosser souvent devant une caméra maintenant, c'est plus trop le temps, ma vision du temps que ça change, mais ma vision du catch. Et je me rends compte que tout ce qu'il faut faire, il faut le faire de façon intense et il faut le faire comme si tu avais le monde entier qui te regardait, ne serait-ce qu'une prise de contact, ne serait-ce qu'une vente d'un coup de poing, ne serait-ce que l'expression faciale que tu as sur le moment de donner un coup de poing. Parce qu'en fait, si tu as ces petits moments où tu perds le fil du match et tu perds le fil émotionnel d'où tu te situes dans le match, et ben la foule, tu vas la perdre aussi, d'autant plus quand tu as une PUTAIN de caméra en gros plan sur ton visage. Et moi, c'est ça en fait le plus important, c'est pas trop à la limite vivre le match et changer ta perception du temps que le travail télé et le travail de la caméra m'a fait prendre conscience. Non, c'est surtout que le moins de petits détails, la caméra le chopera et c'est ça qui fera toute la différence. Et mes amis, nous avons le titre, le thème de la review, oh oui, parce que vous aimez le retour du titre, des titres dans les reviews, c'est les détails font toute la différence, ou ces détails qui font toute la différence. Oh oui, mes amis, donc, alors le programme de la semaine, comme je vous dis, review d'NXT qui va être posté ce soir, mercredi, oh oui, vendredi, à 1h miroir, 16h16 ou 17h17, voire 18h18, on verra.
TLR Stories numéro 4, non, j'allais dire, dites-moi dans les commentaires à quelle heure vous voulez la TLR Stories. Dites-le moi, allez, bas les steaks. Dites-moi dans les commentaires, mes amis, à quelle heure vous voulez la TLR Stories vendredi soir. Samedi, il y aura sûrement la review de SmackDown, alors je sais pas encore quand. Est-ce que ça sera samedi matin ou samedi soir que je ferai en direct de la Rix? Je le ferai, oui, peut-être depuis le show Rix, parce que comme je pourrais pas catcher, mais on a par contre prévu, mes amis, là, je vous le dis tout de suite, une grosse cérémonie. La cérémonie de réception officielle de Jean-Michel chez les Francs-Tireurs. Et là, déjà, je vous dis, ça va être énorme. Et il y a intérêt à ce que ça se passe bien. Parce que ces derniers temps, il y a eu quelques divergences d'opinion avec Georges Balzac et Gustave Lebrun vis-à-vis de la direction pour les Francs-Tireurs. Là, je leur ai parlé, ça va bien se passer. Oh oui, ça va très bien se passer. Ça se passe toujours bien avec Tom Larifa. Ah, oh, bel esprit. Et donc, la review de SmackDown sera sûrement filmée depuis le show. Parce que si j'ai pas le temps de le faire avant, eh ben, on verra, mes amis, parce que je vais prendre le train toute la journée pour monter sur Rennes. Ouh là là, espérons que la cicatrice tire pas trop. En attendant, mes amis, c'était un plaisir de vous faire cette review. Continuez à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. Oh oui, gardons le bel esprit. Vendredi, TLR Stories numéro 4. Samedi, review de SmackDown. Et dimanche, review de Saturday Night's Main Event. Et après, nous voguerons tranquillement vers la fin de l'année, les fêtes de fin d'année. On gardera le rythme des reviews, au moins de Raw, NXT, SmackDown, et j'essaierai bien évidemment de faire plus régulièrement les TLR Stories et également refaire le plein de TLRAM. Le prochain sondage pour la TLRAM sera posté ce soir ou demain. Oh oui, en attendant, mes amis, gardez le bel esprit et je vous souhaite une excellente soirée. L'univers fait bien les choses et l'univers fait bien que Sparrow, le petit Sparrow, qui est un petit chien qui n'est pas encore apparu sur les reviews, et je pense pas qu'il apparaîtra parce qu'il a du mal, vu qu'il est très très vieux le pauvre, il a beaucoup de rhumatisme, je pense, il peut pas nous le dire, mais je pense qu'il galère. Voilà, bon bref, Sparrow s'est mis à aboyer pour signaler la fin de cette review. C'était Tom Larifa. Ah, bel esprit.